Donc, au niveau des grandes cultures, avant de se lancer dans l'anticipation de 2021, il me semblait important de faire un point de la situation financière des entreprises à la fin de la campagne 2020, qui avait été particulièrement difficile en grande culture, puisque on avait eu une baisse très importante des rendements, alors qui avait été compensée un petit peu par un début de hausse des prix des produits agricoles. Mais on a eu une situation, un EBE qui s'est dégradé par rapport à une petite amélioration qu'on avait eue en 2019. Et donc, je suis repartie du score que nous réalisons en prenant un certain nombre de critères pour évaluer la santé financière des entreprises. Et donc, en se servant du curseur de l'année 2012, qui était l'année où on avait eu les plus hauts revenus sur la plupart des productions, où là, sur les grandes cultures, alors aussi bien en sec, en irriguant qu'en maïs semence, on avait 73% des entreprises en bonne santé. Au fin 2020, ou fin de la campagne 2020, on se retrouve avec plus que 29% des entreprises en bonne santé, donc 50, vraiment une part très très importante, divisée par deux, pratiquement, même un peu plus que divisée par deux. Les entreprises donc en vigilance, on peut considérer que les entreprises en vigilance, il n'y a pas de problème majeur, c'est juste un petit équilibrage à avoir, mais rien de grave. On considère qu'à partir de la situation en alerte, là, il faut commencer à analyser d'une façon beaucoup plus pointue pour regarder les leviers pour se redresser. Et après, quand on est en urgence, là, il y a réellement problème. Et quand on est en danger, à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a les capitaux propres de son entreprise négatifs, donc des soucis et des problèmes qui sont là présents depuis plusieurs années. Donc, si on regarde sur la campagne 2020, on avait un EBE donc, qui avait été fortement en baisse et qui était de l'ordre de 300 € à l'hectare, donc qui est, je dirais, insuffisant pour couvrir les besoins d'une façon correcte. Alors, c'est vrai que la situation ne s'est pas forcément autant dégradée que ce qu'on pouvait penser entre 2019 et 2020, tout simplement parce que les prélèvements privés ont été très, très modérés, ce qui fait que ça a permis que la trésorerie ne se dégrade pas trop. Donc, c'est vrai que les exploitations en grande culture, depuis 8 ans, ont eu des EBE faibles, voire pour certaines années particulièrement bas. Donc, maintenant, au niveau donc de la campagne 2021, si on regarde au niveau du Tarn-et-Garonne, on a de nouveau un assolement, je dirais, normal. Alors, c'est vrai que la campagne 2020, on n'avait pas pu implanter les cultures d'automne correctement puisqu'il avait énormément plu. Et donc, les semis avaient été très, très retardés et on s'était donc reporté sur les cultures d'été, en particulier les oléagineux. Donc, sur 2021, on a eu un retour, je dirais, à la normale, avec un rebond très important pour le blé tendre, puisqu'on est à plus 39%, et sur l'orge, plus 15%. Alors, le blé dur, qui a aussi fortement progressé, mais qui, si on regarde en surface ensemencée, représente est vraiment mineur, je dirais. Par contre, une baisse en soja et une baisse en tournesol, ce qui est logique, puisque l'année d'avant, on était quand même sur quelque chose qui était pas dans la norme. Et au niveau du maïs, donc, on est sur le maïs conso qui a plutôt tendance à stagner, on est à moins de 3%.
Par contre, sur le maïs semence, on a été sur une progression du maïs semence avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Donc plus 1000 hectares, donc ce qui est quand même pas anodin. Si on regarde au niveau des rendements, alors sur les rendements à paille par rapport à l'année 2019, certes, on a eu un mieux, mais on est dans des rendements tout à fait moyens, je dirais même plutôt plus bas que ce qu'on aurait pu penser. C'est vrai que les périodes de sécheresse qu'on a eues au printemps ont pénalisé quand même les rendements sur les céréales à paille, parce que vraiment les semis s'étaient passés dans de très bonnes conditions. Si on regarde par contre au niveau des oléagineux et en particulier du tournesol, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une moyenne de 27 quintaux, en sachant qu'on a des exploitants qui sont dépassés les 30 quintaux de tournesol en sec. Et donc sur le soja aussi un rebond significatif. Sur le colza, c'est quand même un peu moindre. Et au niveau du maïs irrigué, donc là aussi au niveau du maïs irrigué l'année d'avant, alors les 81 quintaux, moi de 2020 sur le groupe des céréaliers irrigants, on a été sur un rendement quand même moyen supérieur à ça, autour de 90-95 quintaux, mais avec une charge en irrigation beaucoup plus conséquente. Cette année, la moyenne sort à 110, mais on a des exploitations qui ont fait du 120, 130, voire plus, quintaux à l'hectare. Et les maïs secs ont été particulièrement avec des rendements particulièrement hauts. Si on regarde maintenant au niveau des blés, donc au niveau de la campagne 2021-2022, en termes de récolte mondiale, on est sur une récolte mondiale en hausse de 7,4%. Et quand on regarde les pays qui ont progressé le plus, alors là, sur le graphe, c'est les 8 plus grands exportateurs. Donc, on a l'Union européenne avec 14% de plus, et la France y est pour beaucoup, puisque quand on regarde la récolte au niveau français, on est à plus 21%. Donc c'est quand même important, avec un rendement moyen de plus 6% et à une moyenne de 71 quintaux. On peut voir que là, par rapport à nous au niveau du Tarn-et-Garonne, et si on élargit du sud-ouest, on est réellement sur des rendements plus bas et de tout temps par rapport à des régions plus du nord de la France ou du centre de la France. Donc si je reprends au niveau mondial, donc l'Europe, on a avec la France, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie, et l'Ukraine qui a fortement progressé, plus presque 8% de plus, et après l'Argentine, mais qui pèse, je dirais, un peu moins que l'Europe et l'Ukraine. Après, au niveau, par contre, on voit une baisse significative au niveau du Canada. Alors pour le Canada, c'est surtout le blé dur, et puis en Russie et aux USA. Par contre, malgré la récolte mondiale en hausse, on a une consommation mondiale qui est dynamique, et alors plus 3,3 pour la consommation animale et plus 1,8 pour la consommation humaine, en sachant que c'est cette partie-là qui absorbe le plus gros volume de la production. Si on regarde maintenant au niveau des prix, on s'aperçoit là en jaune, donc on a le prix moyen de 2016 à 2020 qui était en moyenne autour de 179 €, avec relativement peu de fluctuations dans les mois. Sur la campagne 2020-2021, on voit qu'il y a quand même un rebond, surtout à partir du mois de janvier et jusqu'à la fin
de la campagne. Et à partir pour 2021-2022, la réelle progression, elle s'est faite à partir de fin août, début septembre. C'est vrai que la reprise économique après le Covid, du moins la première pandémie, donc a entraîné une forte demande donc en énergie, mais également en produits agricoles. Si on regarde pourquoi on a aussi cette hausse en ce moment-ci, c'est également que certains pays ont voulu beaucoup plus se couvrir, au niveau de l'Arabie Saoudite, entre autres de la Turquie, de l'Égypte. Et puis, il y a un autre facteur, c'est au niveau de la Russie qui envisage de mettre en place des quotas à l'export, donc pour garder plus de production chez eux, pour se couvrir plus, et en plus des taxes à l'export qu'ils ont mis en place. Et puis, il y a un phénomène toujours important quand on voit les tensions au niveau de l'énergie et puis des tensions géopolitiques qu'il peut avoir. Il y a les fonds d'investissement donc qui sont venus, je dirais, accentuer ce contexte-là. Il suffit de voir les cours blé meunier Euronext pour voir que la courbe est dans les mêmes tendances. Donc, par contre, c'est vrai qu'on va avoir des écarts importants cette année au niveau des exploitations agricoles, entre les exploitants agricoles, tout simplement suivant le moment où ils se sont positionnés pour vendre. Donc, cette année, les personnes qui se seront positionnées avant récolte et où ont vendu tout à la récolte auront des prix inférieurs à celles qui auront eu une politique plutôt de stockage. Donc ça va être on va avoir des écarts importants au sein de nos groupes. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des productions. Si on regarde au niveau du maïs, là aussi, on est sur une récolte mondiale en hausse, avec le premier producteur mondial, c'est les États-Unis, avec des meilleurs rendements et plus de surface, mais également en Chine, puisqu'ils sont quand même le deuxième producteur. Et où là, il y a aussi des bonnes récoltes. Et au niveau de l'Union européenne, on est sur une hausse de 4,7% par rapport à 2020. Et c'est surtout donc la Bulgarie, la France, la Pologne et la Roumanie qui font cette augmentation-là. Et en France, c'est la récolte la plus élevée depuis 2014. Donc quand même, c'est significatif avec plus 14%. Et un rendement moyen de pratiquement 103 quintaux à l'hectare. Donc là, on peut dire que nous, sur nos exploitations irriguées, on est totalement dans la moyenne, même voire au-dessus de cette moyenne-là. Et là aussi, on a une consommation mondiale dynamique, donc plus 5,1 pour la consommation animale, qui est la part la plus élevée, et plus 3,2 pour l'utilisation industrielle vers l'éthanol. Donc, si on regarde là aussi au niveau des cours, donc au niveau des cours, on était là aussi sur une moyenne à 167 € sur les 5 dernières années. Et on avait vu l'an dernier, au printemps, pareil, un rebond en termes de prix. Et par contre, en juillet, donc avant la récolte, la nouvelle récolte, le prix du maïs avait marqué un petit peu le pas parce que justement on annonçait des bonnes récoltes sur l'hémisphère nord, une diminution de la production d'éthanol et puis les qualités des céréales à paille ont été des fois pas au rendez-vous avec les pluies en particulier qu'on a eues en juillet qui avaient dégradé quand même les grains. Donc qui ont été tournés vers la production animale. Donc ça avait tiré un petit peu le prix du maïs un peu vers le bas. Et puis donc à partir de septembre, on voit que les cours repartent à la hausse.
pour différentes raisons. D'abord parce que la consommation est dynamique, mais également par rapport aux inquiétudes pour la sole de maïs donc de 2022, puisque avec l'augmentation forte des intrants et des engrais en particulier, donc il y a eu un souci par rapport à se demander si on aura autant de maïs ensemencé. Et puis, donc, les achats chinois qui sont toujours soutenus malgré des prévisions d'importation qui ont été revues à la baisse. Donc, tout ça fait que on a et également la hausse des cours du blé fourragé qui incite donc les fabricants d'aliments à intégrer plus de maïs dans les rations. Ce qui fait qu'on a là aussi un rebond du cours du maïs et également au niveau boursier, puisque quand on regarde l'indice Euronext, on voit aussi une progression. Au niveau des oléagineux, alors au niveau des oléagineux, c'est vrai qu'il faut raisonner avec l'ensemble des cultures, soja, colza, tournesol, canola et palme, tout ça c'est un tout et il y a des passerelles entre. C'est vrai que la première culture est de loin au niveau mondial, c'est le soja. Et où les rendements sont au rendez-vous, aussi bien au Brésil, aux USA qu'en Argentine. Et pour nous, au niveau européen, au niveau du tournesol en Ukraine, en Russie et en Europe, on a cette année des rendements qui sont très bons. Pour le colza, c'est un petit peu différent. Hormis sur le pourtour de la mer Noire où là on a des bons rendements, par contre au niveau du Canada, on est vraiment sur une petite récolte puisque c'est la plus petite depuis 9 ans. Et au niveau du tournesol, nous en France, on a eu des rendements comme on l'a vu très bons, 28,7 de moyenne au niveau français contre 22,6 sur la moyenne 2016-2020. On est là aussi sur une consommation mondiale dynamique avec le premier importateur qui est la Chine, puis après vient l'Union européenne et avec une forte demande des triturateurs. Donc on voit que les cours ont complètement explosé au niveau du tournesol, du colza et du soja, en sachant que là il y a eu un petit palier ou une petite redescente, mais on est quand même sur des cours particulièrement attractifs. Au niveau des prix, on prend toujours 3 hypothèses, mini, moyen, maxi. Alors cette année, les prix mini seront plutôt pour les exploitants qui se sont positionnés, comme je vous le disais tout à l'heure, avant récolte et où ont vendu vraiment à la récolte, du moins pour les céréales à paille, parce que pour le maïs, déjà, comme on a récolté plus tardivement cette année, les prix avaient commencé déjà à progresser. Sur les prix moyennes, donc en blé, on est parti sur une hypothèse à 200 €, en blé améliorant 220, blé dur 320, sachant qu'au niveau du blé dur, on aura des très très grandes amplitudes et qui iront bien au-delà du maxi pour ceux qui auront stocké. Au niveau de l'orge, 185, le maïs 220, le sorgho 200, le tournesol 480, soja 515 et le colza 490. Voilà, mais vraiment j'insiste, mais on aura des variations vraiment très conséquentes cette année au niveau des prix. Alors si on regarde maintenant en termes de projection, alors j'ai repris l'année 2012. Donc là, on est sur des céréaliers en sec avec 103 hectares de moyenne. En 2012, on était sur un EBE à 522 € et on s'aperçoit que depuis 2012, alors j'ai de 2012 à 2017, puisque là j'ai repris 2017, on était sur les mêmes niveaux pratiquement d'EBE que ce qu'on a eu en 2017, avec donc l'année 2018 particulièrement basse et 2020 également, puisque quand on regarde l'EBE à l'hectare sur 2020, on n'était qu'à 188 €, donc nettement inférieur pour couvrir l'ensemble des besoins d'une façon normale.
Donc sur 2021, donc on aurait un rebond conséquent puisque à l'hectare on serait compris entre 387 et 563 avec une moyenne à 460 euros l'hectare, avec des EBE qui iraient de 41 000 à 59 000, en sachant que là aussi, les exploitations qui auront eu des rendements supérieurs à ce que je vous ai montré tout à l'heure, combinés avec des prix où les céréales auraient été stockées, on sera sur des niveaux même plus élevés que ça. Donc, il faut replacer ce bon résultat, je dirais, avec les 8 années qu'on vient de passer où on avait des EBE très modestes, voire insuffisants. Et donc, ce bon EBE va d'abord servir pour une part à absorber les coûts élevés des intrants pour la campagne 2022 et puis, je dirais, aider à reconsolider un petit peu les trésoreries qui ont été quand même malmenées pendant ces 8 années. Si on regarde sur les céréaliers irrigants, donc pareil, 2012, on était avec des exploitations donc de 131 hectares avec 36 hectares en moyenne irrigués, 75 000 euros et un EBE de presque 700 euros à l'hectare sur 2012. Donc là aussi, toute une période avec des EBE faibles, 337, 226, 285 en 2020. On passerait avec un EBE à 535, 639, voire 745 à l'hectare. Et si on regarde en global, on serait entre 72 000 et 100 000 euros, avec une moyenne à 86 000 euros. Donc une forte progression du produit, un début de hausse des intrants et des charges fixes. Et dans les charges fixes, on a les carburants à notre niveau. Voilà, on a un EBE qui s'approcherait de celui de 2012 ou qui le dépasserait en global parce que la surface des exploitations a progressé depuis cette période-là. Si on regarde un céréalier, donc en maïs semence, on est sur des exploitations donc, de 130 hectares avec 32 hectares de maïs en 2020. Dans l'hypothèse, j'ai pris une progression un petit peu de la surface en maïs, donc de presque 2 hectares, en sachant que là, on arrive bientôt au maximum de la surface en maïs semence que peut absorber une exploitation, en termes aussi par rapport à l'eau également, aux disponibilités en eau et en isolement aussi. Donc, ce qui fait que là, je pense qu'on est, on approche du maxi en termes de surface. Si on regarde au niveau du maïs semence, l'an dernier, on avait eu au niveau du 82 un produit hectare de 4 300 euros. Cette année, dans les hypothèses, je suis partie sur des hypothèses supérieures en prenant 3 tranches de 4 600 à 4 800 euros. Alors pourquoi cette progression-là ? Tout simplement parce que les exploitations ont, dans l'ensemble, atteint le rendement objectif, voire dépassé. Et en plus, comme une partie du prix est liée avec le prix du maïs conso, donc on a une progression importante du prix du maïs conso qui va se répercuter au niveau du maïs semence. Alors plus ou moins, d'une façon plus ou moins importante, suivant la firme semencière, puisque chacune a un peu leur modalité de calcul d'intégration du cours du maïs conso. Donc, ça va être variable d'une firme à l'autre. Ce qui fait qu'au niveau du maïs semence, on était en 2012 à 850 euros hectare et sur 2020, on était à 552. Donc, on voit que quand même la culture du maïs semence amène une valeur ajoutée pas négligeable. Alors, certes, il faut maîtriser cette culture et avoir une quantité d'eau suffisante. Mais c'est vrai que par rapport aux céréaliers irrigants ou en sec, on a quand même des EBE plus conséquents. Alors, en pendant, on a aussi plus d'annuités,
mais quand même, sa valeur ajoutée n'est pas négligeable. Et on est donc sur 2021, on serait à 730, 820 et 945 euros de BE à l'hectare, avec en global de 96 000 à 184 000 euros, avec une moyenne à 108 000, donc comparable, je dirais, à l'année 2012. Si on regarde maintenant en termes de revenus disponibles, donc depuis quelques années, du moins sur les céréaliers en sec et également les céréaliers irrigants, on voit une diminution des annuités. Je dirais que c'est une bonne chose, parce que avec les niveaux de BE qu'on avait, ça ne permettait pas, je dirais, un remboursement conséquent d'emprunt. Donc, en pendant, on a eu également un peu moins d'investissement sur ces dernières années. Donc, sur le maïs semences, on est un peu, du moins sur le 82, sur une autre dynamique, avec un niveau d'annuité quand même qui est plus conséquent, et avec un remboursement global de 31 000 euros. Donc, si on regarde sur 2021, on serait sur des revenus disponibles en sec à l'UTH de 32 000 euros, 48 000 en irrigant et 50 000 euros en maïs semences. Donc, comme je le disais, une partie sera utilisée rapidement pour assurer les avances aux cultures de 2022. Après, je pense vraiment qu'il est important, avant de repartir sur un programme d'investissement trop important, de reconstituer une épargne de précaution, parce qu'on voit que quand même on a des aléas climatiques de plus en plus importants. Alors, on peut avoir une partie qui est prise en compte par des assurances, par l'assurance aléas climatiques, et on en parlera un peu plus tard, mais avoir une épargne est quand même important, et donc il ne faudrait pas non plus s'emballer trop, parce que on ne sait pas demain comment les revenus vont évoluer, et surtout avec l'augmentation des coûts des intrants, ça va avoir quand même des incidences très fortes. Donc voilà pour les grandes cultures. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, Cathy, mais on va te laisser boire un petit coup et reprendre ta respiration. Il y a simplement Gilles Turc, notre président, qui connaît bien la filière céréalière, qui nous dit que cette année fait du bien aux trésoreries, et je pense que nos amis banquiers qui sont connectés ne vont pas dire le contraire. Par contre, effectivement, il pose la question du pilotage, parce que quand on voit les écarts de prix sur les charges d'appro et puis sur potentiellement les produits, en termes d'anticipation et de gestion, ce n'est pas forcément si évident que ça. Donc, clairement, bon, là, on n'est pas avec des clients, on est avec des partenaires, mais la bonne réponse, c'est les prix de revient déjà. Et puis, la deuxième bonne réponse, c'est sa capacité à résister à une envie spéculative. Voilà, mais c'est vrai que, je ne vois pas d'autres questions, mais c'est vrai qu'avant de passer à l'Arbo, qui est aussi la deuxième grosse filière végétale du Tarn-et-Garonne, on note quand même une année dont nos céréaliers dans le Tarn-et-Garonne avaient besoin pour reconstituer un petit peu les fonds de trésorerie. Et je partage parfaitement ton opinion sur l'épargne de précaution. Il y a en plus des dispositifs fiscaux qui permettent de venir alimenter cette épargne de précaution. Je pense que si les trésoreries le permettent et qu'on veut en profiter pour arranger un petit peu le résultat fiscal, la déduction pour épargne de précaution est à mon sens une bonne alternative pour cette année 2021.